Dans cet épisode, on explore comment la motricité et l'estime de soi sont interreliées. Avec la psychoéducatrice Solène Bourque. Bonne écoute! L'estime de soi, c'est quoi, dans le fond? En fait, c'est ça. L'estime de soi, c'est vraiment la conscience de sa valeur personnelle. Tu sais, je me sens bon, je me sens intéressant, je me sens suffisamment aimable. Puis quand on parle d'aimable, c'est pas gentil, là, c'est aimable pour que les gens soient capables de m'aimer. Okay. Oui. Donc, au sens de je suis digne d'amour. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur personnelle. Okay. Donc, ça se développe au fil du temps. On pourrait dire, c'est rare qu'un enfant de 2 ou 3 ans, on va dire, lui, il a une bonne estime personnelle. Ça va se construire graduellement sur d'autres bases qui vont être d'abord la confiance qui va arriver de l'extérieur. Tu sais, je suis confiant en toi, le parent, qui va transmettre tranquillement justement cette confiance-là de « Hey, t'es capable, bravo! » Puis là, l'enfant m'a donné de dire « Hey, je suis capable, je suis fière de moi. » Donc là, graduellement, la confiance, le sentiment de compétence qui va arriver de « Ça, je suis habile pour le faire. Ça, je suis moins habile pour le faire. » Fait que là, on est plus dans le sentiment de compétence, d'être capable de voir ses forces, ses défis. Et par la suite, à travers ça, d'être capable de dire, moi, j'ai une valeur à travers ça, même si je suis pas capable de tout faire, je suis une bonne personne, puis j'ai des forces dans plein de choses aussi. Fait que t'es en train de dire que le début de l'estime de soi, dans le fond, ça arrive de ce qu'on reflète aux enfants. Nos commentaires, quand on les voit bouger, si on parle de motricité. Si on parle de motricité, exactement, puis dans tous les aspects de la vie, en fait, ça commence par le regard de l'autre. Okay. Les enfants, souvent, qui vont avoir une estime plus faible, en tout cas au départ, souvent, c'est qu'ils vont avoir vécu des échecs ou qu'ils vont pas s'être sentis à la hauteur de ce qu'on attendait d'eux. Donc, c'est certain que de transmettre le sentiment de confiance à l'enfant, c'est ce qu'on souhaite au départ. C'est sûr qu'il y a des enfants qui, à la base, question de tempérament, vont être plus critiques par rapport à eux-mêmes, plus exigeants. Fait que c'est pas juste l'environnement qui va déterminer ça. Ouais. Mais ça joue quand même, on pourrait dire, quand même une grande partie là ça a quand même un impact important là sur comment l'enfant va développer sa confiance en lui, ses compétences et son estime. Si on veut être juste un petit peu pédagogique pour commencer, là, le comparatif entre confiance en soi puis estime de soi, puis peut-être sentiment de compétence. Peux-tu nous les distinguer? Oui, donc en fait, c'est ça. Dans la confiance en soi, c'est vraiment de dire je suis capable de passer à l'action. Je suis capable d'une action. Je me sens suffisamment confiant pour agir. OK. La compétence, c'est de quoi je suis capable. Donc, pas juste de passer à l'action, d'avoir de sentiments intérieurs pour faire l'action, mais c'est quoi mes compétences? Donc, de quoi je suis capable, dans quoi je suis bon. Moi, je suis bon au hockey. Par exemple, j'ai plus de difficultés dans les présentations orales à l'école ou, moi, les sports que je vais préférer, ça va être la gymnastique. Ça, je suis vraiment habile. Je suis capable de faire des roues latérales, tout ça. Ça, je suis compétente là-dedans. Par contre, la poutre, j'ai plus de difficultés. Donc, c'est spécifique à une activité ou à un domaine en particulier. Oui. Tandis que la confiance en soi, c'est d'une manière générale. Oui, puis la confiance en soi, c'est le moteur qui va nous amener à l'action. Alors que la compétence, c'est l'action comme telle. Qu'est-ce que je suis capable, pas capable de faire? La confiance, c'est est-ce que j'ai le moteur nécessaire pour être capable de passer à l'action. Et lorsqu'on arrive dans l'estime de soi, on est dans quelque chose d'encore plus global? C'est plus global, justement, du sentiment de notre valeur personnelle, mais c'est certain que l'estime de soi, elle va être construite sur nos expériences. Okay. Donc, si l'enfant avait peut-être une confiance en lui, on s'entend, les enfants de 2, 3, 4 ans, souvent, ils ont une belle confiance, ils veulent essayer plein de choses. Oui. Vit un échec, vit une difficulté, ça devient de plus en plus difficile. Là, tout à coup, ma perception de mon sentiment de compétence, dans l'eau, j'ai peut-être plus de choses que je suis pas capable de faire versus des choses que je suis capable de faire. Donc, est-ce que je suis bon finalement? Est-ce que je suis un bon ami? Est-ce que je suis pourquoi je suis toujours choisie en dernier quand on joue au ballon chasseur? Donc là, à un moment donné, le sentiment de compétence devient plus bas, mais forcément aussi le sentiment d'estime de soi aussi. Donc, tout ça est interrelié, mais c'est 3 concepts différents. Confiance, le petit moteur à l'intérieur de passer à l'action, la compétence, l'action comme telle,
Et l'estime de soi, sentiment global d'avoir une valeur rattachée ou non à des actions ou à des actions, par exemple, sociales, mais des actions motrices ou des actions autres, là, peu importe. Ouais. Fait que le rôle du parent là-dedans, au début, c'est de discerner quel type de commentaire il peut faire lorsqu'il voit son enfant en réussite ou en échec. Et ensuite, selon les occasions qu'il met devant lui, de faire des expériences qui vont lui permettre de vivre des réussites et faire face à des défis aussi. Ben exactement, dans le sens où si on veut construire un sentiment de confiance en soi par rapport à notre enfant, ce qu'on veut, c'est activer son petit moteur de confiance pour passer à l'action. Parce que la confiance, au départ, ben elle peut comme être là, comme un petit germe, mais si on veut qu'elle pousse, si on veut que l'enfant développe sa confiance en soi, c'est « t'as-tu le goût d'essayer? » Puis quand il arrive dans l'essai, de dire « Hey, bravo, t'as réussi à monter sur la glissade, tout seul ou juste en te tenant ou avec maman qui te tenait juste, par exemple, le fessier en arrière. Hey, cette fois-là, regarde, t'as monté une marche de plus tout seul. » Donc, de lui faire voir ses réussites, va lui faire prendre conscience de ses compétences graduellement et va devenir de plus en plus confiant. Donc, l'enfant qui n'essaie pas, qui va pas oser, puis que le parent l'incitera pas à essayer, ben, il développera pas ni le sentiment de confiance en lui, ni la compétence non plus. Okay. Alors, dans le thème du podcast Bouger pour grandir, puis du livre qu'on a écrit ensemble, l'enfant a besoin de bouger pour grandir, il a besoin de bouger pour développer son estime de lui. On pourrait-tu dire ça? Oui, tout à fait. Puis c'est un peu un des messages qu'on passait dans le livre, c'est offrir à l'enfant des opportunités de bouger. Donc, si on veut que notre enfant développe ses habiletés motrices, c'est qu'est-ce qu'on offre à notre enfant comme opportunité pour qu'il développe ses habiletés. Donc, c'est quoi les possibilités qu'on y offre? Est-ce qu'il y a même tout petit, même bébé, y a-t-il la possibilité d'être, on parlait de mettre l'enfant à plat ventre pour qu'il soit capable de étirer son bras pour attraper un objet qui est un peu plus loin. Ça commence très tôt, là, oh, il est fier, l'enfant qui vient d'attraper l'objet. Puis là, après ça, là, on voit le sourire. Ben ça, c'était des petits germes de confiance, là. Dans l'approche de motricité libre, l'enfant, il y a beaucoup d'opportunités. Oui. Je pense d'essayer des choses à son rythme, à sa façon. Il est moins surprotégé que si on le garde dans un équipement, par exemple. Oui, tout à fait. C'est ça, exactement. Parce qu'il va apprendre par essai-erreur. Tu sais, c'est sûr qu'il risque de vivre des défis, peut-être même des échecs. Ça n'a pas marché. J'ai essayé, par exemple, un tout petit bébé, on va dire, qui est à plat ventre. J'ai essayé d'attraper l'objet de cette façon-là, en faisant, par exemple, en prenant ma main d'une telle façon. J'ai essayé de le ramener vers moi. Je l'ai échappé. Ben, je vais peut-être essayer une autre stratégie. Puis je vais essayer une autre stratégie jusqu'à temps que je réussisse. Ça se peut qu'à un moment donné, l'enfant se fâche parce que là, il voudrait donc avoir le jouet près de lui. Mais les enfants sont très persévérants habituellement parce que la motivation, c'est « Hey, je veux l'avoir le jouet ». Fait que l'enfant, à un moment donné, va peut-être réussir à dire « OK, si je veux l'attraper, il faut que je sois un peu plus proche ». Fait qu'il va essayer de se pousser un peu peut-être avec ses bras pour essayer de se rapprocher de l'objet. Fait que là, on est en train de se donner le moteur intérieur, la possibilité de faire un petit pas de plus dans son développement parce que la motivation, c'est « Hey, je veux l'avoir, ce jouet-là ». Fait que c'est là où on parle d'opportunité pour que le développement se fasse de façon libre, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris l'enfant puis on l'a pas tiré vers l'objet ou on n'a pas... on n'était pas en avant en train de l'encourager de « Go, go, avance ». On l'a laissé avec des possibilités d'aller comme... attraper un objet qui était un petit peu plus loin, qui est pas trop loin, mais qui est juste assez pour lui donner l'intérêt d'y aller, puis la petite pulsion de pouvoir faire un geste différent pour essayer de l'attraper. Fait que c'est comme ça que ça progresse graduellement, là. Qu'est-ce que tu penses d'une situation comme celle-ci? Donc, on place un objet devant l'enfant ou on crée une opportunité pour lui. Puis là, on le voit essayer, il réussit pas. On le voit essayer, il réussit pas, il a l'air déçu. Fait que là, on veut protéger son petite estime de lui. Et là, on rapproche l'objet puis on lui donne. Est-ce que c'est une bonne approche? Ben à ce moment-là, l'enfant, c'est pas lui qui a fait le chemin pour arriver. Fait que oui, il va avoir momentanément le sentiment de satisfaction de j'ai l'objet dans mes mains, je l'ai, mais il aura pas vécu le sentiment de réussite de je l'ai attrapé tout seul.
Donc, c'est sûr que peut-être que ce qu'il faut observer, c'est est-ce que c'était un défi trop grand? Tu sais, on parlait beaucoup de zones principales de développement dans le livre. Donc, le défi était peut-être un petit peu grand pour ce qu'il était capable de faire. Fait que pourquoi pas rapprocher l'objet, mais sans y donner. De dire, regarde, je le mets un petit peu plus proche de toi, mais je te le donne pas. Puis, essaie de continuer d'essayer encore. Tu sais, fait que des fois, c'est juste d'essayer de voir. C'est sûr que si l'enfant est en crise, il sera plus motivé pour essayer d'aller l'attraper. Fait que oui, on pourrait laisser tomber, mais réessayer un petit peu plus tard avec le même objet, puis en le mettant un petit peu plus proche, tu sais. Et là, il va réussir peut-être du premier coup. Il va vivre ce succès-là. C'est ça. Fait que oui, c'est certain que si momentanément il y a une grosse crise, il est plus disponible là, dans l'apprentissage. Fait que oui, ça pourrait être une bonne idée de dire, on donne le jouet, on réessaye tantôt, tu sais. Fait que ou on réessaye un autre moment où il est plus disponible. Fait que c'est pas nécessairement mauvais d'aller donner l'objet parce que bon, ça se peut que c'était justement un trop grand défi, mais ça nous aide comme parents à dire, OK, ben peut-être que mettre un objet, par exemple, à 30 ou 40 centimètres de lui, c'est peut-être trop pour le moment. Faut le mettre un petit peu plus proche parce que il est pas capable d'aller tirer sa main jusque-là puis d'amener le mouvement pour tirer vers lui, là. Ah, mais c'est bon. C'est bon. Puis, on peut-tu parler du risque des jeux risqués pour un moment? Parce qu'il me semble que ça s'insère bien dans la conversation où puis comme parents, on veut protéger l'enfant. Ça fait peur de donner des ciseaux à 18 mois puis de laisser l'enfant grimper trop à 2 ans et demi. Ben c'est ça. Moi, je pense que, moi, je dis toujours, on grandit avec nos enfants. Fait que oui, il y a une partie où il faut respecter nos limites personnelles parce que c'est sûr que si pendant qu'il grimpe, on est en train de réagir tout le long, notre enfant va percevoir cette anxiété-là. Fait qu'il faut nous-mêmes être capables de dire, OK, là, on s'en va au parc, on est dans des bonnes conditions, c'est un après-midi où il n'y a pas trop de monde, il n'y a pas trop d'enfants qui risquent de s'accrocher, c'est des bonnes conditions pour que je le laisse explorer, tu sais. Il risque pas de se faire bousculer ou tout ça. Fait il faut nous-mêmes se mettre dans des conditions où on va permettre à notre enfant d'explorer puis que nous, on se sente en sécurité aussi. Donc, je pense que de se connaître comme parent, de se dire, hey, ça, là, moi, si je m'en vais au parc un samedi après-midi, où là, c'est la foule, qu'il y a des enfants plus grands, que moi, je me sens pas sécure, c'est certain que j'aurais pas envie d'y donner l'occasion d'explorer parce que moi, je me sentirais pas en sécurité, je vais être sûre qu'il va arriver quelque chose. Fait que je vais être plus dans la surprotection ou encore dans l'hypervigilance de, je vais essayer de voir les potentiels dangers partout, puis c'est correct aussi, ça se peut qu'il y en ait des dangers. Ça se peut qu'il y en ait un de 8 ans qui passe à côté vite puis qui perde son équilibre. Puis là, après ça, ben on se sent pas bien. Donc, je pense que c'est d'offrir des opportunités, mais aussi de le faire dans des conditions où nous, on se sent bien comme parents aussi. De pas se dire, hey, je vais aller surmonter toutes mes craintes ou tout ça. Ben oui, la première fois, moi, je me rappelle, on l'appelait le parc araignée. On avait un parc avec, tu sais, des gros cordages. Oui. Ah, mon Dieu. Puis mes enfants, là, leur défi, c'était, je vais essayer de monter comme un peu plus haut que la dernière fois, à chaque fois. Ça démontre de la confiance. Oh, puis j'étais fière d'eux, mais moi, fallait que je me gère en tabarouette parce que je te jure que j'étais en bas puis je me disais, ça a beau être du pays, s'ils tombent, ils sont rendus quand même, des fois, un 10 pieds dans les airs. C'est clair. Il y a des bonnes chances qu'il y ait une fracture, tu sais. S'ils tombent mal, même qu'ils se blessent très sérieusement. Donc, moi, fallait que je me gère, mais à quelque part, j'essayais aussi de les guider puis de dire, OK, c'est quoi les stratégies que tu avais utilisées la dernière fois puis qui fonctionnaient bien? Est-ce que tu te sens solide? Est-ce que tes pieds sont bien positionnés? Tu sais, on essayait de guider aussi. Ou, tu sais, d'observer les autres enfants. Regarde les autres enfants qui le font puis qui montent rapidement. C'est quoi les stratégies qu'ils vont utiliser ou qui montent haut? Puis là, de cette façon-là, ben ça aide l'enfant aussi à observer, apprendre, prendre confiance graduellement. Puis il y avait eux autres tendances, une fois qu'ils étaient rendus à leur niveau, là, ils s'assoyaient dessus, puis ils étaient tous fiers de dire « Hey, aujourd'hui, je suis rendu là. » Mais oui, j'avoue que le parc araignée, ça a été un petit peu mon défi de maman de... Oh non, c'est qui dit « OK, on a fini les balançoires, la glissade, on s'en va dans l'araignée. » J'étais là « Oh, mon Dieu, OK. » Mais bon, tu sais, je pense que ça a fait partie de leur développement, puis ça a fait partie du mien aussi, parce que, comme parent, j'ai appris aussi à tolérer un certain niveau de risque, puis à me dire, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est mieux que moi, je me gère, puis qu'eux autres, ben, apprennent, se développent,
et développe une fierté aussi, puis un sentiment de compétence justement à travers ça. Ou si je reste dans la protection il risque d'arriver plein de choses, puis ben à quelque part ils se développeront pas ou ils vivront pas ce sentiment de fierté là. Tu sais, puis on le vit même quand les enfants grandissent. Plus vieux, là, tu sais, qui vont, justement, à un moment donné, bon, là, c'était les petits jeux de parc, mais après ça, c'est le vélo, après ça, c'est la trottinette électrique pour certains, puis bon, tu sais, plein de... Mon fils vient de s'acheter une moto. Ouais, c'est ça. Je suis dans le même feeling que le parc araignée, là. Exact. Faut que je lui fasse confiance, puis les risques existent, mais en même temps, ça fait partie des expériences que lui veut vivre, puis il se sent capable de vivre. Exact. C'est ça. Moi, ma fille, la fin de semaine passée, est partie toute seule en road trip aux États-Unis, 6 heures de route en auto. Oui, j'ai géré tout ça. Puis en revenant, elle m'a dit merci pour la confiance. C'est ça. J'ai trouvé ça chouette. Je me suis gérée, mais tu sais, elle me connaissait aussi, fait qu'elle m'a écrit. Tu sais, je suis bien rendue, tout ça. Mais quand même, tu sais. Parce que si on leur montre qu'on les sent pas capables de faire ces expériences-là, à un moment donné, ils peuvent venir à se sentir incapables. Se sentir incapables ou encore, quand ils grandissent, justement, ados ou jeunes adultes, à se mettre à risque parce qu'ils n'ont pas assez exploré plus jeunes. Et là, le désir de sensations fortes va être là. Puis là, mais ils diront pas aux parents qu'ils vont avoir essayé ça. Fait que c'est ça. OK. un autre sujet. Un autre sujet, exactement. Fait que là, tu nous dis, OK, choisir... On a parti des petits bébés sur le tapis tantôt. Oui, cadrons-nous. Parler de nos jeunes adultes. Mais oui, tout ça pour dire qu'on grandit avec nos enfants. Et c'est ça aussi que je veux passer comme message aux parents, c'est que souvent, que ce soit au niveau moteur ou à tous les niveaux, quand ils sont petits, c'est très dur pour nous de se projeter, de dire, hey, à un moment donné, là, justement, je vais le laisser partir en vélo tout seul dans le quartier. Je peux pas m'imaginer ça. Mais oui, on y arrive à un moment donné. Ouais. Dans le sens où, à un moment donné, on n'a pas le choix de lâcher prise parce que c'est l'enfant qui demande son indépendance et qui a le goût d'explorer, que ce soit au niveau moteur ou autre, qui veut faire du deltaplane ou je sais pas. On n'a pas le choix, là. À un moment donné, il est adulte puis il va le faire, son deltaplane, là, tu sais. Oui, grandir, ça finit pas à 8 ans ni à 12 ans. Exact. OK, fait que si je nous ramène sur le sujet, au risque, tu nous disais, bon, choisir soigneusement l'environnement, donc le moment où le parc ou l'autre activité est plus semble plus sécuritaire. Par exemple, il veut faire sa balade dans le quartier, ben peut-être le dimanche matin à 7 heures, il risque moins de rencontrer des voitures et tout ça. Être nous-mêmes dans un bon état, se gérer soi-même, si on se sent pas capable de faire assez confiance, faut peut-être voir, à réévaluer tout ça. Est-ce que l'état de l'enfant aussi, si on sent que notre enfant il est fatigué ou... Exactement. C'est sûr que, tu sais, si on peut se dire, on connaît notre enfant, on sait que ses journées à l'école, c'est quelque chose de difficile, exigeant, au niveau, par exemple, cognitif, tout ça, il a fait des efforts de concentration, tout ça. Ça se pourrait qu'on a observé qu'en fin de journée, il était moins attentif à où il pose ses pieds, justement, dans l'araignée au parc. Mais c'est peut-être pas les meilleures conditions pour dire, OK, tu montes trois échelons de plus c'est ça. Aujourd'hui. On ira en fin de semaine, mais tu sais, là, aujourd'hui, on va aller au parc, on va plus rester dans, il y a plus de monde ou tout ça. Tu sais, on n'est pas obligé nécessairement de tout nommer, mais de dire, ben moi, j'ai le goût qu'en fin de semaine, on se fasse une activité spéciale, puis là, il va y avoir moins de monde, puis on va le faire ensemble. Fait que, tu sais, d'être capable de mettre des limites de, là, c'est peut-être pas les meilleures conditions, mais oui, à un autre moment, tu sais. OK. Alors, laisser l'enfant explorer librement, lui laisser prendre des risques, tout ce que tu viens de mentionner, bien considéré. On peut dire qu'on est en train de dire quelques façons de favoriser le développement d'une saine estime de soi chez l'enfant? Oui, tout à fait, parce que dans le fond, ce qu'on est en train de dire à l'enfant, c'est « je te fais confiance, donc tu peux te faire confiance ». Et en se faisant confiance, ben l'enfant va expérimenter, va développer des compétences et le sentiment aussi d'être compétent dans de plus en plus d'éléments. Puis même les éléments sur lesquels il sera pas parfaitement compétent,
il va peut-être avoir du plaisir là-dedans aussi. Ouais. Parce que des fois, on n'est pas des pros dans tout, mais il y a, par exemple, des activités motrices. Tu sais, je pense, par exemple, au vélo. Ben, tu sais, mes enfants ont fait du vélo, mais n'ont jamais été des pros de vélo, mais ont trouvé que c'était quand même quelque chose d'intéressant à explorer pour, quand on a fait du camping, entre autres, ils se déplaçaient, ils allaient voir les amis rapidement, facilement, fait qu'ils voyaient beaucoup d'avantages à ça. Ils se sont jamais sentis hyper compétents en vélo, mais pour eux, c'était quand même un avantage d'apprendre à faire du vélo. Ils l'utilisaient, ils étaient fiers d'avoir leur vélo au camping. On allait aussi sur les pistes cyclables, mais ça n'a jamais été des enfants qui ont utilisé du vélo là sur une base quotidienne non plus, puis faire des grandes randonnées de 20-30 kilomètres comme d'autres vont le faire, là. Mais on n'est pas obligé d'être des pros pour avoir du plaisir non plus, là. Alors, pour se sentir compétent. Alors, se sentir compétent ou capable de participer dans une variété d'activités motrices, ça pourrait être un autre facteur pour soutenir l'estime de soi? Oui, c'est ça, d'offrir justement, quand on parlait d'opportunités, c'est essayer différentes choses aussi qui va permettre à l'enfant aussi de voir, là-dedans, je me sens meilleur que dans ça. Par contre, même si je me sens meilleure, est-ce que j'ai du plaisir? Est-ce que c'est une activité qui me convient? Est-ce que, parce que, tu sais, on a, par exemple, souvent au niveau des activités physiques, surtout les sports organisés, il y a des enfants qui vont se sentir très bien dans des activités ou des sports qui sont individuels, comme la gymnastique, comme la natation, comme d'autres sports qui font juste avec leur propre corps, mais qui dépendent pas de personne d'autre. Parce qu'ils ont de la difficulté, par exemple, avec la compétition, à sentir que si on fait quelque chose, le reste de l'équipe, ça a un impact ou tout ça. Tout à fait. Puis d'autres qui vont vraiment apprécier les sports d'équipe, qui vont dire, hey, moi, là, l'énergie de la gang, être là, mais même s'ils sont pas ultra performants au soccer ou au hockey, ils ont du fun à être en gang. Donc, d'aller aussi sur, OK, mais tu sais, justement, oui, t'es bon ou peut-être que t'es moyennement bon, mais t'as-tu du plaisir? C'est-tu une activité que t'as hâte d'aller, que t'as envie de faire? Fait que c'est pour ça que l'exploration peut être intéressante. On va voir des enfants, des fois, à 2-3 ans, embarqués sur des patins. Wow! Tu dis, mon Dieu, OK, on dirait qu'il est né avec des patins dans les pieds. On dit, OK, on va l'aligner sur le hockey. Puis là, l'enfant, il se lève le matin, il a jamais envie d'y aller. Ça ne tente pas. Puis des parents, des fois, vont dire, bon, ben finalement, le hockey, c'est fini. Finalement, on fait du patinage de vitesse. Parce que là, il va s'aligner tout seul avec lui-même puis il va faire des tours, tu sais. Parce que finalement, la notion d'équipe, ça marchait pas pantoute, là, tu sais. Fait que je pense que c'est intéressant d'aider l'enfant parce qu'on parle aussi, un autre aspect qui est beaucoup lié à le sentiment de compétence, la confiance en soi et l'estime de soi, c'est la connaissance de soi. OK, donc comment je me connais dans mes intérêts, mes forces, mes défis, mes capacités. Donc apprendre à se connaître, apprendre à dire OK, moi ça j'aime ça, puis je suis bon là-dedans. Ça je suis moins bon, mais j'aime encore plus ça. Donc vraiment, tu sais, c'est intéressant puis ça permet de faire des choix un peu plus éclairés justement pour les activités dans lesquelles on va aider nos enfants à expérimenter. Donc c'est ça. Ça permet justement d'explorer différentes possibilités. Mes 2 enfants ont fait du cirque. Un qui a pas tant aimé ça, puis l'autre qui a accroché bien gros. Puis finalement, ben celui qui a pas accroché sur le cirque a vraiment eu un coup de cœur pour la danse. Donc, il y a vraiment, tu sais, des fois, c'est le fun de dire, on va essayer autre chose. Puis finalement, ben c'est ça. Chacun trouve à un moment donné sa voie dans tout ça. Fait que ça peut être intéressant de se dire, ben on essaie autre chose. L'année prochaine, peut-être que là, c'était pas la meilleure activité. Si on a le goût que nos enfants fassent des activités organisées, bien sûr, parce que c'est pas une obligation non plus. On peut explorer des activités motrices dans la ruelle, au parc, à la maison. Oui, tellement. C'est ça. Tout à fait. Mais oui, plus que de variété, plus que de possibilités, plus que l'enfant, à un moment donné, va être capable de distinguer justement son niveau de compétence et ben justement parallèlement à ça ben aussi ça va augmenter son estime personnelle parce que il y a de plus en plus de sphères où il se sent bon et capable et apprécié des autres aussi. Nous, on est beaucoup d'ergo, écouter, bouger pour grandir. Dans le fond, tu me fais penser que lorsqu'on reçoit des enfants avec des difficultés motrices,
ça serait le fun de leur poser certaines de ces questions-là pour voir jusqu'à quel point ils se connaissent. C'est quoi la perception qu'ils ont d'eux-mêmes? Ouais. Oui, exactement. Parce que effectivement, là, puis c'est ça, là, je veux pas citer hors contexte, là, mais on parle en fait que la perception que l'enfant a de lui-même en regard de ses habiletés motrices va intervenir, en fait, va avoir un impact positif sur son niveau d'engagement dans les activités motrices, dans les habiletés motrices, en fait, dans la pratique des activités. Donc, si moi, je me perçois comme bon dans quelque chose, ben je vais être plus engagée, je vais avoir plus envie de faire cette activité physique-là. Donc, de poser la question, des fois, on va se rendre compte pourquoi un enfant, par exemple, bouge moins ou a plus ou va avoir vécu certains échecs. Mais si lui, il se perçoit négativement, qu'il se trouve pas bon dans quelque chose, ben forcément, il va moins avoir envie de l'essayer également. Puis, il faut analyser des fois pourquoi il a vécu des échecs. C'était-tu justement lié à ses habiletés motrices ou au contexte où il était sous pression, par exemple, d'un coach exigeant ou d'une équipe qui était trop performante. C'est l'environnement. C'est ça. Ouais. Fait que d'évaluer tout ça peut être intéressant exactement là, dans les facteurs de risque, facteurs de protection, justement, autour de l'enfant, de dire, au niveau individuel, là, dans ses capacités, est-ce qu'il est capable de se percevoir de façon juste? Oui. Ouais. J'ai une colle pour toi. Oui. Tu me parles de perception de la compétence, mais dans le fond, ça se peut que sa perception de la compétence soit pas égale à sa vraie compétence. Exactement. Comme il y en a qui vont aller s'inscrire à des concours de chant, puis finalement, qui n'ont pas de voix du tout. Donc, oui, exactement. Il y a des enfants qui se trouvent vraiment, vraiment bons dans quelque chose, puis ils ne sont pas tant que ça. Est-ce que c'est important? Comme je disais tantôt, il y a toute la notion de plaisir aussi. Fait que je pense que souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est des enfants qui avaient probablement déjà une bonne base d'estime de soi à la base. Si tu sens que tu as une bonne valeur personnelle, si tu sens que tu peux être facilement aimé, apprécié des autres, ben tu vas arriver probablement beaucoup plus confiant au jeu de ballon chasseur en disant « Hey, moi, c'est sûr que quelqu'un va me choisir dans l'équipe, même si t'es pas le meilleur, tu sais, parce que ton attitude va dégager de la confiance, parce que toi, tu te perçois comme « Hey, c'est sûr que je vais être choisi, tu sais. » Fait que la perception que tu as de toi va influencer, tes habiletés, forcément, tu vas plus essayer de choses, tu vas plus tenter de passer aux autres. Ça se peut que tu vives des erreurs, mais ça se peut aussi que tu vives des belles réussites. Alors que la personne qui a une perception négative d'elle-même va plus se retenir d'essayer des choses, mais aussi dans l'action, pendant qu'elle est en train de jouer, mettons, au ballon chasseur, va pas oser faire une passe parce qu'elle va être sûre qu'elle ne lancera pas de la bonne façon, que ça va tomber à terre, qu'elle va se faire critiquer par les autres et tout ça. Fait que oui, la perception qu'on a de nous-mêmes va influencer, premièrement, l'engagement qu'on a dans une activité, mais aussi forcément nos habiletés motrices, parce que si on se perçoit positivement, on va plus essayer, puis on va plus développer nos compétences. C'est ça, plus qu'on fait, plus qu'on s'améliore. Moins qu'on fait, moins qu'on s'améliore. Puis moins qu'on s'améliore, moins qu'on a le goût de faire. Exactement. Fait que c'est tout relié ensemble, tout ça. Là. Fait que ça en revient au plaisir. Si un enfant dit « je me sens pas bon là-dedans, j'aime pas ça, je suis poche », comment on peut lui montrer à avoir, créer des opportunités pour qu'il puisse avoir du plaisir, puis sentir que ses compétences ont été suffisantes pour s'amuser. Donc, je pense que c'est dans l'exploration, quand on parlait d'offrir des opportunités, un peu comme à un bébé, on offre des opportunités d'écouter de la musique, de toucher des objets, d'avoir différentes stimulations sensorielles, mais c'est un peu la même chose avec un enfant. Tu sais, il y a des enfants qui vont, au niveau de bouger, vont plus aimer bouger de façon rythmée, comme avec la danse ou avec la gymnastique, vont plus aimer bouger de façon dynamique, comme par exemple avec le hockey ou le soccer où il y a beaucoup de courses, vont plus aimer bouger de façon artistique ou en tout cas ou avec le trapèze ou tout ça, comme avec le cirque. Fait que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a tellement de possibilités
dans les activités physiques. Puis tu sais, aussi, ça peut être des activités justement plus, le skateboard, la trottinette, le vélo. Donc, encore là, que c'est pas juste notre corps qui bouge, mais on a aussi un objet qui nous aide à bouger. Alors, il y a tellement de possibilités. Donc, les enfants, des fois, qui aiment justement se déplacer, mais qui aiment pas nécessairement avoir l'essoufflement. Bon, tout le kit qui va avec vont aussi s'orienter des fois vers des activités qui vont leur demander un effort moins grand au niveau cardiovasculaire, mais qui vont leur permettre de bouger quand même. Alors que d'autres, c'est si je peux dépenser le maximum d'énergie. Donc, je pense que c'est dans l'exploration, on revient encore à ça, explorer des possibilités. Puis, ce que je trouve intéressant, si on parle, puis je reviens souvent aux activités organisées, parce que c'est souvent vers ça que les parents vont se diriger, mais on peut l'explorer aussi, comme je disais, librement. Mais la majorité des cours organisés, que ce soit cours de danse, de soccer, tout ça, offrent presque toutes des cours d'essai. Donc, on peut dire, on n'est pas sûr s'il va aimer ça, s'il va avoir du plaisir. Est-ce qu'on pourrait juste venir assister à un cours? Est-ce qu'il pourrait participer librement une fois avant qu'on s'inscrive? Et la majorité des centres vont accepter des inscriptions libres là, pour une fois. Donc, ça peut être le fun de dire, hey, on va l'essayer un peu comme les journées portes ouvertes dans des trucs. Ben là, l'enfant s'en va pour une activité porte ouverte pour faire un essai. Et ça peut être vraiment intéressant. Puis, j'avais vu aussi certains centres font du un peu multisport, mais même avec des tout-petits, genre du 4-6 ans. Donc, ils essayent plusieurs choses. Fait qu'à chaque semaine, à il va y avoir un petit peu, par exemple, d'escalade, un petit peu de des trucs à balance avec une planche. Fait qu'ils vont expérimenter plein de trucs. J'avais vu ça au cégep André Laurando à Montréal. Je trouvais ça vraiment intéressant. Fait que les enfants, il y avait des activités motrices variées. Donc, des fois, pour d'autres enfants, ça va être ça. Pas de routine. Je veux pas faire la même chose à chaque fois. C'est ça qui me rend heureux. Donc, explorer, essayer. Je dirais écouter notre enfant dans ce qu'il est en train de nous dire, mais aussi l'aider à persévérer, parce que des fois, ça va arriver que l'enfant va revenir après une fois, puis j'aime pas ça, je veux lâcher. Ben là, faut aussi se dire, OK, c'est occasionné par quoi? Pourquoi notre enfant a décidé qu'il aimait pas ça? Parce que je crois aussi que l'enfant doit s'habituer à une façon de faire. Des fois, on arrive d'un nouvel environnement, réaction à la nouveauté, c'est pas senti compétent au jour 1, tout ça, mais d'essayer de miser sur comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer pour que l'enfant, s'il est inscrit à un cours, qu'on fasse quand même quelques essais, là. C'est pas genre, OK, il est allé une fois, il a pas aimé ça, on arrête. Le karaté, là, c'est fini. Mais si on sent que ça persévère là, dans son mal-être ou qui est pas bien, ben là, oui, on peut remettre en question l'activité, là. Mais j'aime ça que tu parles des cours organisés, parce que oui, c'est pas essentiel pour le développement de l'enfant. Mais plus l'enfant vieillit, je pense qu'il va se retrouver en contact avec des pairs qui ont fait des cours structurés, qui développent des capacités spécifiques en hockey, en patin, en gymnastique ou en quelque chose. Et l'enfant va bénéficier d'avoir été exposé, sans être nécessairement allé très loin, mais d'avoir été exposé, ils en font en éducation physique un peu, aussi. Mais d'avoir été exposé à différents contextes qui vont leur permettre de trouver leurs intérêts puis de développer certaines habiletés plus avancées qui vont leur servir toute leur vie. Si tu arrives puis tu as 17 ans, puis peut-être que tu as pris des cours de natation très jeune pour la sécurité, mais tu sais pas comment faire du crawl ou quoi que ce soit d'un peu plus élaboré, même dans les jeux de soccer, à un moment donné, peut-être que tu as joué un petit peu au soccer, mais tu te retrouves avec des amis qui vont faire des échanges, puis que tu as plus de difficultés que les autres à manipuler. Mais il y a l'estime de soi de fond qu'il faut que, OK, je suis moins bon tout le temps que tous mes amis dans ce qui est moteur. Ça, j'étais pour dire, je t'entendais, puis je voyais des petits pops d'estime de soi. C'est dans quoi je suis bon, moi, tu sais. C'est pas obligé d'être au niveau du sport, là. Ça pourrait être un autre intérêt. Ça peut être du piano, ça peut être n'importe quoi, mais je pense que plus les enfants vieillissent, on en parlait là, dans le 0-8 ans, c'est bon, le développement. Habituellement, à 8 ans, c'est le même niveau de développement qu'un adulte, mais sans spécificité. Mais là, à partir de 8 ans, ben là, l'enfant, justement, peut aller développer là,
raffiner certaines habiletés et là peut devenir justement jusqu'à un niveau athlète. Là, on s'entend qu'il y en a que ça va aller très loin, mais il n'est pas obligé de devenir un niveau athlète, mais développer une compétence motrice ou autre ou artistique, il y a une valorisation là-dedans. Oui, je pense que ça en prend au moins une. Au moins. Une. Oui, c'est ça, que ce soit artistique, sportive, peu importe l'intérêt. Je dirais que souvent, tu sais, moi, j'enseigne au cégep là, avec des jeunes de 17-20 ans, puis quand ils se parlent entre eux, c'est souvent ça, tu sais. Ah, moi, je joue de la musique. Ah, moi, je fais du théâtre. Ah, moi, je fais du soccer. Ou moi, je fais du flag. Ils parlent de leurs intérêts, ils parlent de leur passion, ils parlent des choses qu'ils sont capables de faire. Ça fait partie de la définition de ce qu'ils sont. Et, en fait, la perception d'eux-mêmes aussi, elle est influencée par ça. Je me sens bon ou je me sens intéressant parce que je suis capable de faire des choses. Alors, on peut avoir une excellente estime de soi sans être sportif puis sans avoir de bonnes compétences motrices. Mais c'est quoi l'impact, si on revient au sujet de la motricité, lorsque les compétences motrices sont pas suffisamment développées sur l'estime de soi? Bien, c'est ça, c'est qu'en fait, on se rend compte que les enfants qui, justement, ont pas développé d'habileté motrice, on s'entend que, on en parlait tantôt, primaire, secondaire, il y a des cours d'éducation physique à toutes les années. Il y en a toutes les semaines. Les cours d'école, les jeux sont moteurs majoritairement, donc des jeux, des sports. Donc, les enfants qui ont des habiletés motrices plus faibles, c'est sûr que leurs opportunités pour s'inclure dans les activités avec les autres, l'intégration sociale, tout ça passe beaucoup par les activités motrices. Donc, les petites filles vont jouer à l'élastique, corde à sauter dans un coin. Quand on était jeunes, c'était ça, mais à ça, c'est encore ça. On parle des cours d'école. Il y a encore des élastiques et tout ça. Cool. Ballon poire, qui est très populaire. Ballon point, ballon poire, je sais pas comment ils l'appellent, mais tu sais, qui est vraiment sur une barre et les enfants vont taper dessus. Unisex, garçons-filles sont très intéressés par ça. Les jeux de ballon, de quatre coins, de tout ça. Fait que oui, il y a beaucoup d'activités motrices qui sont faites avec l'enfant qui n'a pas été exposé à aucune habileté motrice en bas âge, arrive au primaire et va se promener dans le cours d'école, va un peu comme papillonner, vivoter d'un groupe à l'autre sans trop savoir vers où il va aller jouer, tu sais. Heureusement, des fois, il y a des structures de jeux de parc aussi, fait que souvent, il y en a qui vont se diriger là aussi, mais encore là, si l'enfant a été surprotégé, qu'on lui a pas permis de développer les habiletés de grimper pour la glissade tout seul, se balancer, se tenir, ben c'est tout ça aussi qui va être affecté, là. Donc, comment je m'intègre dans un groupe, comment dans les cours d'éducation physique, je vais être capable minimalement de faire certaines activités qui vont me faire sentir peut-être pas le meilleur, mais au moins inclus, accepté parmi les autres aussi. Puis, je reviens tout le temps avec l'image qui est depuis 30, 40, 50 ans la même chose. La dernière personne choisie au ballon chasseur, là, sérieusement, ça marque des générations, mais c'est pas le fun. Non, c'est pas le fun. C'est pas le fun, tu sais. Puis, on souhaite pas être la dernière personne choisie au ballon chasseur. C'est comme dans une cour d'école, là, c'est les enfants qui sont moins habiles, puis que le prof impose, OK, toute la gang ballon chasseur, celui qui est pas habile au niveau moteur, il fait comme, OK, mon cauchemar vient de commencer. On a tous des traumas de ça. Oui. Ben, je sais pas, toi. Moi, il nous obligeait, là. Non, puis il nous obligeait. C'était vraiment, OK, là, tout le monde ballon chasseur, même si on n'aimait pas ça. Fait que là, maintenant, il y a plus de liberté, plus de choix, plus de possibilités. Donc, l'enfant sera pas obligé de jouer au ballon chasseur, mais peux-tu faire autre chose? Y a-tu d'autres choses d'intéressant au niveau moteur qui peut l'intéresser? Fait que moi, je pense que là, on a plus d'ouverture, justement. Dans le temps, on avait juste ça, des terrains de ballon chasseur. Vous voulez bouger, pas le choix, tout le monde ballon chasseur. Et j'étais probablement très souvent la dernière choisie. Je m'en rappelle encore, puis je suis pas la seule. J'en ai parlé à plusieurs autres amis qui ont fait « mon Dieu, oui, c'est vrai, hein? » Fait que oui, ça marque. Fait que je pense que de penser à ça comme parent, de dire est-ce que je permets à mon enfant d'avoir les habiletés motrices nécessaires pour s'inclure, s'intégrer dans un contexte de cours d'école, de cours d'éducation physique où il va se sentir minimalement compétent puis qu'il va développer graduellement d'autres compétences aussi. Dis-moi si mon raisonnement est correct.
quand on fait le lien avec l'intégration sociale, alors si je me sens pas compétent dans mon corps puis mes habiletés motrices, je vais avoir plus de difficultés à m'intégrer. Puis est-ce que ça peut se répercuter sur je suis pas bon pour me faire des amis parce que j'ai de la misère à entrer dans les groupes? Ben oui. Puis dans le fond, mes habiletés sociales sont peut-être correctes en tant que telles, mais j'ai pas ce qu'il faut pour fitter en quelque sorte dans les activités qui se déroulent en groupe. Oui, exactement. Fait que c'est sûr que l'enfant va, au niveau de la perception qu'il a de lui-même, va être affecté par le fait qu'il se sent plus faible au niveau des habiletés motrices. Bien, ça va affecter toute son estime personnelle, pas juste sur les habiletés motrices. Ça va affecter son estime personnelle à tous les niveaux. Fait que ça sera pas juste « je suis pas bon en sport », c'est « je suis pas bon, point Ouais. ». Je suis pas bon comme ami, je suis pas bon dans rien. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je dis que aussi, les écoles essaient justement d'éclater un peu tout ça, que ce soit pas juste du sport, qu'il y ait des activités sportives. Même dans les cours d'école, ils vont des fois organiser des petits matchs d'impro-clap, de trucs plus artistiques, puis où ils vont faire des projets de murales. Tant mieux, tu sais, c'est ce qu'on veut, c'est que l'enfant trouve un intérêt pour quelque chose qui lui plaît, puis qui va lui permettre de développer aussi parallèlement ses habiletés sociales ou encore de les valoriser. Parce que ça se peut que l'enfant, à la base, ait des très bonnes habiletés sociales, puis comme tu dis, le fait qu'il ne se sente pas inclus dans les activités qui sont là va faire que, ben finalement, je suis peut-être pas un si bon ami. Ou toutes mes amis font du sport. Ceux avec qui j'ai le goût d'être amis, font du sport, mais moi, j'en fais pas. Donc, finalement, ben je vais être peu à peu exclu du groupe, pas parce qu'ils me trouvent pas agréable, mais parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts. Donc ça, c'est sûr que ça peut graduellement là défaire des petits clans d'amis qui étaient vraiment très proches en maternelle, première, deuxième, mais là, rendu en 3, 4, 5, oups, là, on voit les intérêts commencer à se définir. Alors, si un enfant n'a pas d'intérêt en particulier ou d'habileté en particulier, ça se peut que là, ça soit plus dur pour lui de se trouver un petit groupe, là. Ça pourrait-tu être l'inverse aussi, que les habiletés motrices vont mitiger des difficultés sociales? Donc, si j'ai des difficultés à m'exprimer ou j'ai un trouble de langage ou autre, puis j'arrive pas à converser autant, à m'intégrer socialement, finalement, mais si je suis à l'aise en sport, je peux aller faire les activités avec les amis, puis ça me donne un sentiment d'appartenance. Et, ben oui, effectivement, moi, je pense que justement, ça peut aider, que ce soit l'intégration, comme je disais encore là, activités sportives ou autres activités dans l'école, le fait de participer socialement à des activités va aider à l'inclusion et des fois même à justement déstigmatiser les différences. Les gens verront plus justement le trouble langagier, ils vont voir la personne en tant que telle sans voir nécessairement les difficultés ou les habiletés qui sont pas là, mais va aider justement à d'autres niveaux. De la même façon, une personne qui aurait une difficulté motrice puis que pour elle, c'est plus difficile de surmonter la difficulté à faire certains sports, mais en contrepartie, ben, elle est très bonne en justement impro, au théâtre ou au niveau des arts ou peu importe. Ben, à quelque part, il y a quelque chose pour aller. Il y a un équilibre qui peut se former pour l'estime de soi. Mais on peut-tu en parler un petit peu plus des enfants qui se développent autrement, qui ont peut-être un trouble de neurodéveloppement, par exemple, le trouble développemental de la coordination, ils ont des vraies difficultés motrices et ça relève pas de manque d'opportunités ou de tous les conseils qu'on a donnés jusqu'à maintenant sont beaucoup dans une optique de prévention, donc les laisser prendre des risques et tout ça. Mais lorsque l'enfant a vraiment des défis avec le moteur, ça serait quoi tes conseils pour intervenir? Ben en fait, c'est de toujours voir. Tu sais, moi je pense tout le temps que le chemin devrait être fait par le milieu plus que par la personne. C'est-à-dire que, comment on peut, mettons, je vais prendre un jeu, on va prendre le ballon chasseur comme exemple. Non, mais je donne un exemple, mais comment ce jeu-là peut, ou en tout cas n'importe quelle autre activité motrice, peut s'adapter pour que la personne qui a un trouble de développement de la coordination soit capable de vivre une réussite. Je vais donner un exemple. Je sais pas, moi, puis tu sais, il y en a là au niveau des plans d'intervention qui vont avoir des choses spécifiques liées à leur enjeu. Autant au niveau, par exemple, je vais donner un exemple, un jeune qui a un trouble d'apprentissage va avoir plus de temps pour faire son examen. Oui. Ben, le jeune qui a un trouble développemental de la coordination,
est-ce que, par exemple, pour faire son test bip-bip à l'école, est-ce qu'il est obligé d'avoir le même nombre de secondes que les autres? Est-ce que, tu sais, on peut-tu sortir de la courbe? Adapter les attentes. Oui, adapter les attentes, éclater la courbe normative, puis plus se dire, bien, à partir de quand je considère que lui, considérant ses défis, considérant son degré de sévérité de son trouble, que lui, il a atteint la compétence, là. Puis que pour lui, je l'évalue au même niveau que les autres et tout ça. Fait que moi, je pense que à partir du moment où l'enfant est intégré dans une classe régulière malgré un trouble, parce qu'on s'entend que dans les classes spéciales, l'évaluation n'est pas faite de la même façon. Là, il va avoir une évaluation adaptée. Mais mettons que l'enfant il a un trouble développemental de la coordination plus léger puis qui est intégré d'une classe régulière. C'est quoi le chemin que le prof d'éducation physique, que les enseignants, que tout ça peuvent faire pour que ce jeune-là puisse faire, ben, pas la même chose que les autres, mais puisse, dans la mesure de ses capacités, être capable de vivre des réussites. C'est ça qu'on souhaite. Parce que s'il vit des réussites, il va se sentir compétent. S'il se sent compétent, il va sentir que sa valeur personnelle, son estime est quand même correcte. Parce que les situations d'inclusion, d'intégration, peu importe le trouble que l'enfant va avoir développemental, quand elles ne sont pas gagnantes, c'est puis que l'enfant va dire, moi, je vais aller dans une classe spéciale, c'est parce qu'ils vivent un décalage important, puis qu'ils se sentent pas comme les autres, puis qu'ils sentent qu'ils sont tout le temps à la remorque en arrière des autres. On est tout le temps en train d'attendre après lui ou tout ça, mais s'il y a de l'adaptation, puis tu sais, je vais donner un exemple, là. Par exemple, je sais pas, moi, faut se rendre à quelque part, puis que le jeune, lui, il marche plus lentement. Ben, est-ce qu'il peut avoir une minuterie dans la classe? Puis, mettons, je sais pas, moi, 5 minutes avant la fin du cours, l'éducatrice spécialisée part avec le jeune, puis elle l'accompagne. Il est dans le cours d'école en même temps que les autres, là, pour sa récré, tu sais. Fait que, à quelque part, on n'est pas en train d'attendre après lui. Ou, fait que, tu sais, c'est des mesures comme ça qu'à un moment donné, tu te dis, ben, comment je fais pour que lui ait sa récré comme tout le monde, parce qu'il en a besoin? Comment je fais pour adapter l'environnement, le milieu pour qu'ils vivent le moins de stigmatisation possible, mais que aussi les autres vivent pas de l'exaspération de « Oh non, pas encore » ou « Oh non, on l'aura pas dans notre équipe parce qu'il est pas bon », tu sais. Mais si on dit, ben, ceux qui ont ce jeune-là dans leur équipe, par exemple, ben, il y a tel élément qui sera pas fait de la même façon dans les règles du jeu, peu importe, mais on change les règles pour que lui, par exemple, la passe, elle n'est pas obligée de se faire à 3 pieds, elle va se faire à 1 pied. Tu sais, il y a des adaptations possibles, mais c'est pas aux jeunes à essayer de faire 4 fois plus d'efforts, puis d'être rendu chez eux, puis d'être épuisés après, puis d'avoir des douleurs ou peu importe, puis d'en trembler, parce que j'ai vu des enfants vouloir essayer d'accoter la norme, puis c'est dur d'être en adaptation toute la journée. Fait que je me dis comment nous on peut aller vers eux. Faut adapter. As-tu des conseils pour ces mêmes jeunes-là pour les accompagner dans la préservation ou l'amélioration de leur estime de soi? Là, tu as parlé d'adapter pour qu'ils vivent des réussites, mais maintenant, si on veut discuter avec eux puis leur parler de, justement, compétences, estime, tout ça, confiance, comment on peut travailler ça avec eux? Bien, je trouve que si le jeune est ouvert à parler de ses difficultés, je trouve que c'est toujours une bonne idée d'ouvrir sur le sujet avec la classe, parce que... Avec la classe? Ben, c'est-à-dire avec les autres enfants. OK. Dans le sens où ça se peut que le jeune il fasse comme moi, j'ai pas envie d'en parler, que j'ai des difficultés, ça se peut, mais ce qu'on constate, c'est que quand c'est ouvert sur le sujet, peu importe la difficulté, souvent, il va y avoir comme plein de questions, des fois un peu bizarres au début, tout ça, mais après ça, c'est fini. C'est réglé, la situation est réglée, tu sais. Puis je pense que on est toutes les deux, là, autrices chez Midi 30. Il y a une collection qui s'appelle « Laisse-moi t'expliquer », eux autres, qui s'adresse justement aux enfants de 7-12 ans, qui aident à expliquer la différence, puis il y a des exemples concrets là-dedans de, ben, voici mes limites, mais voici aussi, j'aime le gâteau au chocolat, je fais telle affaire, moi, mes intérêts, c'est ça, de dire, ah, OK, toi aussi, t'aimes le gâteau au chocolat comme moi, tu sais, dans le sens où, souvent, quand on voit la différence, on a juste tendance à voir tout ce qui est différent, mais pas ce que la personne peut avoir d'intérêt en commun avec nous, tout ça, fait que c'est sûr que j'irai jamais forcer un enfant à parler de sa différence, mais d'un autre côté, les personnes que je connais qui ont des différences, qui ont accepté d'en parler dans leur vie,
je me rends compte que c'était super gagnant. Okay. Fait qu'on peut leur offrir l'idée d'en parler. Les accompagner comme intervenants. Ouais. Donc, c'est ça, j'ai un ancien étudiant qui a un syndrome G de la Tourette, qui lui-même a dit que ça a changé sa vie en 3e année, l'éducatrice spécialisée, l'a accompagné, ils ont toutes préparé une petite présentation un peu humoristique et tout ça, qu'ils ont fait devant la classe un peu théâtrale. Et bon, tout le monde a ri parce que, tu sais, il exagérait, bon, les tics et tout ça, mais c'était fini après. Il n'a plus jamais vécu de situation, là, au primaire, d'intimidation en lien avec ça. Mais c'est pas à refaire à chaque année. En fait, je pense qu'une fois que la graine est semée, les gens se mettent à parler, puis les gens commencent à prendre, tu sais, comme lui, ce qu'il racontait, c'est après ça, les autres années, s'il arrivait des nouveaux, il y a quelqu'un qui venait quasiment comme en bouclier en avant de non, tu le niaises pas, là, tu sais. Oui, il était peut-être plus à l'aise d'en parler sur une base individuelle parce qu'il avait vécu de communiquer ça. Mais d'autres venaient vraiment aussi prendre parti puis tout ça. Fait que comme je dis pas que c'est adapté à tous les enfants, mais connaître une situation, comprendre une situation aide beaucoup à je dirais déstigmatiser puis enlever justement les préjugés qu'on peut avoir par rapport aux différences. Souvent, les enfants qui vont regarder bizarrement, qui vont intimider, tout ça, c'est parce qu'ils comprennent pas. Bon, mais il est bizarre, lui, mais il bouge bizarre, mais pourquoi il est comme ça? Mais il est pas bon. Fait que ce qu'on veut, c'est aller déconstruire ces mythes-là que les autres enfants vont avoir. Puis c'est souvent, ça part de ces enfants-là, mais ça part aussi du regard comme adulte, des fois qu'on a de la misère à avoir envers la différence. Fait que ils apprennent pas ça des voisins, là. Fait que commencer à la maison à sensibiliser à la différence, puis à la diversité des enfants qui sont dans les classes. Fait qu'on a une job à faire comme parents aussi. Ouais. Mais oui, à l'école, c'est ça. Fait que les accompagner, les intervenants scolaires, à la limite, si l'enfant est pas à l'aise du tout d'aller en parler, d'avoir du soutien individuel, des rencontres, pouvoir outiller l'enfant justement à qu'est-ce que tu peux faire dans une situation où tu sens que t'es pas à la hauteur, que ton estime de soi est affectée, lui faire prendre conscience de ses forces, de ses capacités. Justement avec un petit livre comme ça, de dire « Ah, toi, on voit dans ce livre-là que, bon, Théo a telle force, toi, t'as quoi comme force? » Fait que oui, on peut faire des activités de sensibilisation individuelle avec l'enfant, mais s'il y a une ouverture, pourquoi pas en faire en groupe aussi? Parce que c'est là qu'on va constater qu'il y a plein de gens qui peuvent avoir une différence, puis finalement... tout comme l'adulte, le parent chez le tout-petit, quand il reflète « Ah, t'as été bon là-dedans » ou « Oups, lâche pas mon coco », l'enfant y absorbe. Fait que quand l'enfant vieillit, c'est son groupe de pairs qui lui reflète beaucoup sa performance. Ouais. Donc, en parler, ça aide à ce que les rétroactions des pairs soient moins négatives, qu'il y ait moins peut-être même malheureusement d'intimidation ou de... j'ai tendance à penser que oui, peut-être que je vis dans un monde de licorne, là, mais sérieusement, en tout cas, ce que je constate, j'enseigne aussi en éducation spécialisée au cégep, je supervise beaucoup d'éducateurs spécialisés là, qui sont en stage en milieu scolaire et dans la prévention de l'intimidation, dans la prévention de la stigmatisation, dans essayer de travailler sur l'acceptation des différences. On parle beaucoup on ouvre sur le sujet. Okay. Donc, on ouvre sur le sujet, puis à partir du moment où on ouvre, puis qu'après ça, on dit, voici les comportements qui sont acceptables, ceux qui ne le sont pas, comment on soutient une personne qui vit justement certains enjeux, d'associer un autre enfant, par exemple, avec qui va pouvoir l'aider dans certains défis, justement, OK, il y a plus de difficultés à attacher ses lacets, y a-t-il quelqu'un qui est vraiment hot pour attacher les lacets puis qui est capable d'attacher 2 paires de souliers avant qu'on sorte dehors, go, tu sais. Mm-hmm. Fait que ça peut être aussi quelque chose de vraiment aidant, au lieu que ce soit toujours l'adulte qui soit en train d'aider, mais ça peut être un autre enfant, tu sais. Fait que de dire, si j'ai un champion d'un lacet, moi, j'ai comme besoin d'un assistant, là, tu sais, à récré pour aider. Fait que c'est comment on peut faire des stratégies gagnantes qui vont, tu sais, valoriser aussi l'accompagnement de cet enfant-là. C'est vraiment intéressant.
Puis il y a aussi, j'essaie de me rappeler, là, je pense que c'est le centre McKay à Montréal. Oui, Mackay. Je sais pas si tu connais Oui, Mackay. Mackay, oui. Qui font de l'intégration inversée. Je sais pas si tu connais. Non. Non, eux autres, c'est juste des classes d'enfants avec des handicaps physiques. Et en 5e et 6e année, il y a à chaque année 2 enfants neurotypiques sans aucun handicap qui sont intégrés dans les classes. Ma fille, on avait fait le début de sélection. Finalement, elle a choisi de rester à son école primaire, mais ils sont là. Puis c'est eux autres qui sont comme différents finalement, mais aussi qui vont aller justement aider pour différents trucs pour lesquels, OK, lui, il faut qu'il y ait un rendez-vous en ergo, tu peux aller le reconduire. Fait qu'ils ont une salle d'ergothérapie, ils vont les aider. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis il paraît que ça change des vies. Aucun doute. Oui. Donc, les enfants qui passent par là, qui ont fait les 2 ans en intégration inversée, on est ailleurs après. Ah, aucun doute. De te sentir en minorité, là, une fois dans ta vie, là. Oui. Puis que tout est adapté pour les autres, mais pas pour toi. Oui. Puisque les lavabos sont sodo, puis... ouais. Fait que... C'est vraiment cool. C'est vraiment intéressant. Oui. Si on peut-tu intégrer tout ce que tu viens de nous dire dans notre modèle d'ergo, OK? Où on est dans la personne, occupation, environnement. Donc, on a parlé beaucoup de l'environnement. Adapter les attentes, communiquer avec l'environnement, modifier l'environnement, les équipements pour favoriser le succès. J'en oublie-tu dans l'environnement? C'est ça, le côté humain, sensibiliser, tout ça. On était pas mal là-dedans, oui. Oui. Occupation, on aurait offrir beaucoup d'opportunités, essayer différentes choses, adapter les activités en tant que telles pour aller dans les intérêts. Oui. Y avait-tu autre chose? La notion de plaisir, s'assurer de la notion de plaisir dans les activités. Donc, de plus voir, est-ce que tu te sens bon, mais est-ce que tu as du plaisir aussi? Bien, ça, en fait, je mettrais ça dans la personne. Oui. La personne aurait comme 3 dimensions. Que le physique, fait que c'est sûr que est-ce qu'il y a des choses que à travers la pratique puis l'engagement, donc trouver des activités qui sont intéressantes, significatives, l'en faire du plaisir, donc on peut amener une amélioration des capacités motrices. Il y aurait la perception que la personne... perception de soi, tout ce qui est affectif, dans le fond. Veux-tu juste nous résumer? C'est ça, c'est ça, perception de soi, l'estime, la confiance en soi, le petit moteur de passer à l'action qu'on parlait au départ, le sentiment de compétence, je me sens bon ou je me sens moins bon là-dedans, la connaissance de soi, donc est-ce que je suis capable de voir que je suis meilleure dans ça, moins bon là-dedans, mais c'est pas si grave que ça, parce que j'ai quand même globalement une bonne estime personnelle. Oui, c'est ça, fait que effectivement... L'autre dimension serait le cognitif. Okay. Alors, je sais pas, y a-t-il quelque chose dans la sphère cognitive au niveau comprendre, le perceptuel, c'est ça. Perceptivo-cognitif. C'est ça. Fait que connaître, en fait, tantôt on parlait de connaître, comprendre un peu, là, justement, ses propres limites, ses capacités, parce qu'il y a des enfants qui peuvent se mettre à risque en disant « je veux tout essayer », puis qui sont pas nécessairement conscients. Le niveau de conscience, embarquerais-tu là-dedans, selon toi, un peu d'être conscient de ses limites, d'être capable de comprendre ses capacités? Oui, j'imagine. C'est comme, je pense, un pont entre l'affectif puis le cognitif. Okay. Quand on parle du côté de l'intervenant, si on veut toucher le cognitif, aller dans la zone proximale de développement, donc s'assurer que le défi est pas trop grand, donc être capable justement d'observer, d'analyser, de se dire est-ce que ça va dans sa zone de capacité, est-ce que l'objectif est réaliste pour cette personne-là? Je sais pas si ça toucherait le cognitif. En fait, ce serait comme de faire des liens, les 3 ensemble, à la fin, de dire si on arrive à un bon match entre les capacités, ce que je comprends, ce que je veux faire, ce que c'est ça, moi, ma conscience, ma connaissance. Ma perception, tout ça. Tout ça, puis un environnement qui s'assortit bien à ça, ben là, c'est gagnant. Oui. Pour l'estime de soi. C'est ça, exactement. Pour le bonheur, pour... pour se sentir bien. Le bien-être... C'est ça, le bien-être personnel, puis aussi de sentir justement que j'ai une valeur socialement, même si je peux avoir des limitations fonctionnelles ou motrices, là. OK.
Merci. Ça nous aide à comprendre un petit peu plus avec la vision ergo. Avec la vision ergo, c'est beaucoup là-dedans qu'on travaille, puis, de pouvoir regrouper tout ce qu'on a discuté dans nos comptes rendus, dans les bonnes sections. Ça nous aide. Parfait. On aime ça. Ouais, c'est ça, parce qu'on est allé dans plein de directions. C'est ça, on aime ça. Tantôt, tu as effleuré une étude. Oui. Voulais-tu la partager avec un peu plus de détails? Ou sinon, tu avais, je pense, une deuxième étude que tu avais ressortie qui était intéressante. Je les mettrai en lien sous l'épisode, là, si vous souhaitez les... Oui, c'est ça. Ben là, je sais pas si tu veux que je nomme les chercheurs et tout ça. Donc, oui, on fait les études. On travaille parfait. Donc, on parle de Ekeland, Eland, Hagen et Corinne en 2005, de même que Arthur en 2012, qui ont été cités là, à travers un essai là, en ergothérapie, justement à la maîtrise il y a quelques années, qui parlait que, dans le fond, en plus d'influencer le niveau de pratique d'activité physique, le sentiment d'incompétence au niveau sur le plan des habiletés motrices de l'enfant va influencer également son estime de soi. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que si je me sens incompétent, ben ça va influencer le fait que je vais pratiquer ou non plus ou moins des activités physiques. Puis ça va aussi conséquemment affecter mon estime personnelle. Donc, le sentiment de compétence, on en parlait tantôt. OK, je me sens-tu bon, pas bon? Donc, je vais moins essayer si je me sens pas bon. Et conséquemment, je vais pas trouver que j'ai une valeur personnelle intéressante. C'est vraiment un cycle, cycle ou cercle vicieux. Oui, c'est ça. C'est que j'essaierai pas, donc je développerai pas mes compétences, donc mon estime, puis à un moment donné, c'est un cercle qui tourne. Donc, première étude. La deuxième, dans une thèse de doctorat là, qui a été faite là, au niveau de l'UQAM en 2008. En fait, on parlait encore une fois de la perception, justement, que l'enfant a au regard de ses habiletés motrices. C'est un facteur qui va influencer, expliquer le niveau d'engagement dans la pratique d'activité physique. Donc, plus que je me perçois bon, plus que je vais m'engager dans les activités physiques. Ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt. Même si je suis pas le meilleur au hockey, si j'ai du fun puis que je me perçois quand même comme bon là-dedans, puis que je suis appréciée de mes collègues, ben go, je vais y aller à fond la caisse puis je vais m'engager dans cette activité-là, même si je jouerai pas pour une équipe là de haut calibre. Donc, se percevoir positivement, donc l'estime, on en parlait tantôt, a une influence aussi sur le niveau d'engagement. Fait que oui, c'est interrelié, hein. On peut-tu faire un pont vers le futur? Si je m'engage pas dans les activités motrices jeunes, au primaire, au secondaire, je prends des habitudes plus sédentaires. Ouais. Puis là, est-ce que ça peut avoir des effets, ma santé, mon poids et tout ça, puis se répercuter d'autant mon énergie, comme sur l'estime de soi, ultimement, en tant qu'adulte? C'est sûr qu'il y a des gens que je connais qui ont commencé à faire du sport plus à l'âge adulte. Ça arrive. Mais je dirais que de façon générale, quand on a pris le goût à bouger, faire des activités variées en bas âge, c'est rare que ça se perd. Ouais. Habituellement, les enfants qui ont été déjà actifs, qui ont déjà exploré, puis je parle pas nécessairement de sportifs, je parle d'actifs physiquement, restent avec cet intérêt-là pour plus tard. C'est rare que ça devienne des gens qui vont juste être sédentaires. Ils vont garder l'espèce de petit moteur, justement, la confiance, le moteur de dire, OK, je vais passer à l'action. Je vais pas bien, je suis stressée, je vais aller prendre une marche. Fait que ça va devenir aussi un régulateur émotionnel. Ça va devenir, ça va avoir un impact à plein de niveaux. Alors qu'une personne qui, justement, est pas habituée de faire des activités physiques dans sa vie, bien, à un moment donné, elle va arriver plus tard dans la vie, puis tout ce qui est, justement, régulation émotionnelle ou autre aspect, ben c'est comme si elle a pas de stratégie physique. En tout cas, elle va peut-être avoir d'autres façons. Elle va écouter de la musique, elle va trouver d'autres stratégies, mais ça a ses limites parce qu'on sait que le niveau de dépenses énergétiques physiques va naturellement réguler justement le niveau de stress et tout ça. Fait que oui, ça a un impact, c'est certain. Plus on je dis pas plus on commence tôt, là. J'irais pas dire plus on commence tôt parce qu'il y a des gens qui vont aller vraiment inscrire des enfants à des cours organisés en très bas âge, puis des fois ça devient trop aussi. Mais je dirais que
commencer dans la période scolaire, primaire ou même au secondaire, ben ça peut être vraiment gagnant pour les enfants parce que c'est des habitudes de vie qui vont les suivre. Et on va se rendre compte souvent que ces enfants-là, devenus adultes, quand ils ont leurs propres enfants, vont les faire bouger tôt aussi. Vont aussi avoir des activités physiques avec eux. OK, nous autres, plein air, on s'achète un vélo, on vient d'avoir un bébé, on va s'acheter un porte-bébé, puis on va aller faire du hiking avec eux autres. Fait que oui, on va se rendre compte que le moteur va continuer intergénérationnel aussi. J'avais pas pensé à ça. Si t'as grandi dans une famille où ça bougeait, il y a des bonnes chances que tes souvenirs affectifs, tes bons souvenirs de famille. Dans des activités. En vélo, en train de faire de la randonnée en montagne, en train de nager, ça va être associé beaucoup à ça. Fait que c'est pas juste le plaisir de bouger, c'est le plaisir d'avoir été en famille dans ce contexte-là. Fait que tu vas vouloir le faire vivre à tes enfants aussi. C'est ça, tes références. Super bon point. Aurais-tu un message, c'est un épisode qui est quand même chargé en contenu, là, un message à retenir pour les parents, un message pour les éducatrices ou les intervenantes en petite enfance, puis pour les pros qui travaillent avec les enfants en difficulté. Qu'est-ce que ça serait? Ben, moi, je trouve que ça pourrait être intéressant justement qu'on réfléchisse à comment dans notre quotidien, comme parents, comme éducateurs spécialisés, comme psychoèdes, on offre aux enfants avec qui on intervient des opportunités de développer leurs habiletés motrices. On a souvent tendance à se concentrer sur on fait du bricolage. Oui, c'est beaucoup de bricolage. Fait que oui, les habiletés motrices fines, mais des fois, les habiletés motrices globales peuvent être intéressantes aussi à explorer, qu'on fasse des parcours moteurs. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant ces temps-ci, je visite beaucoup d'écoles dans le cadre de mes stages au cégep, les corribouges, là, ou les corridors actifs, là, c'est vraiment génial. J'adore cette initiative-là et les enfants adorent ça. Donc, des initiatives comme ça, comment je peux faire en sorte, parce que là, on est toujours en train d'intervenir dans les corridors de marche, cours pas, blablabla. Là, garde, c'est permis que tu sautes en sautant sur tes petites lignes. Les enfants se donnent le droit de bouger et même des enfants qui ne bougeaient pas à la base, ben quand ils passent dans la petite section de corridor actif, ils vont le faire. Dans le fond, c'est d'intégrer dans des contextes normaux du quotidien dont l'objectif n'est pas la motricité, mais il faut passer dans le corridor. Donc, pourquoi pas être inspiré de sauter avec... C'est ça. Fait que c'est sûr que ceux qui bougent beaucoup, eux autres, ils vont faire exprès pour passer 3 fois dans le corridor pour aller le faire. Mais l'enfant qui n'a pas nécessairement un intérêt magique à bouger, là, qui est pas dans l'impulsion, mais quand il va passer devant, il va peut-être essayer de passer à côté une couple de fois, mais ça sera pas long qu'à un moment donné, l'influence des autres va avoir un impact positif, puis il va l'essayer, le corridor. Peux-tu prendre un instant juste pour décrire c'est quoi? Moi, je le vois bien, mais quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de corridor actif, corridor actif, en fait, c'est assez simple. Il y en a qui vendent des kits en ligne là, pour tout le faire, mais on peut très bien avec des rouleaux de tape de couleur, en fait, de rubans adhésifs de couleurs, de différentes couleurs, qu'on pose au sol. On peut faire des formes de cercle, de triangle, de serpent, de peu importe. Et pour chaque forme, il y a comme on pourrait dire une action physique qui est associée. Donc, par exemple, il peut avoir des petites lignes courtes, par exemple de une dizaine de centimètres de long. Fait qu'il peut avoir 10 petites lignes à la suite une de l'autre. Donc, quand tu arrives dans la section où il y a les petites lignes, c'est un petit saut comme une grenouille, par exemple. Donc, tu t'accroupis et tu sautes comme une grenouille. Un peu plus loin, il va y avoir un cercle, donc tu fais le tour du cercle, donc tu marches. Une autre section, ça va être des petits triangles. Quand tu arrives là, tu marches à reculons, avec les pieds écartés. Donc, il va y avoir vraiment différents gestes associés aux différentes sections. Ça peut se faire sur, je dirais, dépendant de l'espace qu'on a, sur une section d'un corridor d'école là qui peut faire vraiment un quadrilatère complet là. Il y en a qui vont faire un côté là, d'un quadrilatère, un autre côté. On s'entend qu'on essaie d'avoir un corridor où il y a pas de casier sur les côtés pour éviter qu'il y ait des enfants qui bougent puis qu'en même temps dérangent d'autres qui sont en train de fouiller dans leur casier. Il faut choisir le bon corridor pour le faire, mais
c'est vraiment gagnant. Puis on peut fouiller, là, quand on cherche corridor actif ou corribouge, on trouve des petites vidéos facilement en ligne là, qui montrent des exemples, même d'enfants en action qui sont en train de le faire. Puis je trouve que c'est une des belles initiatives d'intervenants. Fait que ça, pour moi, c'est un bel exemple de comment je peux intégrer des opportunités dans mon quotidien pour que les enfants bougent sans organiser une grosse activité. Puis il y en a qui vont dire, on n'a pas le temps là, de bouger à tous les jours. Ouais. Ça, là, c'est là tout le temps. T'as pas besoin de rien animer, là. C'est tout le temps là. Donc, c'est une opportunité. Oui. Puis ça se fait de manière informelle aussi dans un corridor de maison. On peut juste mettre un petit peu de tape par terre, puis voilà, on saute par-dessus les lignes quand on va à la salle de bain, puis ça. On a bougé. On n'a pas besoin d'acheter du gros matériel, non. Des tunnels, puis des trucs. Il y en a qui vont s'équiper avec plein de choses. C'est bien le fun, là, mais on n'a pas besoin d'avoir ça pour avoir du plaisir. On peut installer une chaise, l'enfant passe en dessous, après ça, les petites lignes, puis là, il va sauter. Il y a moyen de s'organiser pour que les enfants, on intègre justement bouger dans leur quotidien. Fait que, c'est comment qu'on peut justement intégrer ça dans notre vie de tous les jours. Puis, tu sais, même, on peut le faire de façon ludique avec les enfants, par exemple. On va se rendre aujourd'hui à la salle de bain avec notre pyjama dans les mains, mais de reculons, tu sais, ou juste de changer des trucs comme ça, ou on range les jouets aujourd'hui, mais on les prend un à la fois, fait qu'on va faire beaucoup d'allers-retours, fait que ça fait qu'on bouge davantage. Avec nos pieds. On range avec les pieds. Ou juste avec deux mains, deux doigts. Oui. Ou avec des objets, des baguettes. On prend des baguettes. Range les objets avec les baguettes. On voit que c'est engageant. Toi, on a plein d'idées. Mais oui, c'est ça. Fait que c'est qu'à un moment donné, on va se mettre nous-mêmes en trouvant une idée, à en trouver d'autres. Puis l'enfant va nous en proposer. Si on a du fun à proposer ça, l'enfant va aussi embarquer. Exact. Ouais. Puis les pros? Les pros, les professionnels. Oui. Le message à retenir, à intégrer dans leur pratique pour les professionnels. Moi, je dirais justement dans l'évaluation, on a souvent tendance à justement se centrer sur le socio-affectif et tout ça. Bon, peut-être pas les ergos. Les ergos, vous autres, vous êtes très centrés sur l'évaluation justement fonctionnelle puis physique et tout ça, mais d'essayer justement que ce soit, tiens, on va faire un petit message des deux côtés. Oui, les intervenants qui sont plus psychosociaux, de prendre en considération davantage la psychomotricité ou la motricité comme élément qui peut affecter l'estime personnelle et même les apprentissages de l'enfant. C'est bon, ça. Et du côté des ergos, on en parlait tantôt, c'est ça. Prendre en considération l'estime de soi comme peut-être un facteur qui peut influencer. Tiens, la boucle. J'aime ça parce que on est bien occupé comme ergo dans toute l'évaluation motrice et de prendre le temps de discuter avec l'enfant puis de justement évaluer informellement dans le fond tous ces aspects-là qui touchent l'estime de soi puis le sentiment de compétence, tout ça, confiance, parce que ça peut jouer puis ça peut être un levier d'intervention important au-delà du développement moteur. Exactement. L'enfant a le goût de s'engager dans sa motricité. Ouais. Merci Solène. Ça fait plaisir. Bye.